qui a foncé dans la foule. C'est le combo du parfait délinquant et du délinquant parfait qu'on voit assez régulièrement dans notre pays. Le véritable enjeu, je trouve, sur ce sujet-là, c'est pourquoi cette personne-là est en situation de récidive. Oui. Eh bien, s'il est en situation de récidive, c'est qu'il n'a pas été jugé de manière suffisamment forte. Il n'a pas appris, en tout cas. Lors de la première fois. Et donc, effectivement, il réédite son acte de délinquance, puisque ça lui coûte moins cher de faire son acte de délinquance plutôt que la sanction. Et l'enjeu qui est clé, en plus, on est dans le cadre d'un chauffard, donc on est sur le phénomène des refus d'obtempérer qu'on connaît bien, on le sait, plus 50% de refus d'obtempérer depuis 2017. C'est cette délinquance routière qui prend exactement, plein de formes différentes, qui s'est banalisée aujourd'hui, et surtout, et moi c'est là où je veux alerter, c'est un chiffre que je donne souvent, qui met en danger les riverains, qui met en danger les policiers. Savez-vous que dans le cadre des 24 000 refus d'obtempérer qu'on a par an, 20% des refus d'obtempérer, la vie d'un riverain ou la vie d'un policier est directement en jeu. Or, le problème, c'est qu'on a instauré dans l'esprit des policiers le fait qu'ils ne pouvaient pas intervenir parce qu'ils seraient systématiquement ils doivent subir, mais surtout coupable. pas répliquer. Exactement. Et donc, dans 20% des cas, la vie du policier ou d'un riverain est en jeu et les policiers n'utilisent leur arme que dans moins de 1% des cas parce que, justement, ils s'auto-censurent face à cette délinquance débridée. L'un des enjeux pour pouvoir mettre fin à ce type d'acte, c'est de, justement, rétablir l'autorité de l'État et rétablir l'autorité de la police au premier chef. Vous avez parlé des autorités de l'État. On va voir la réaction du préfet de la Marne. Il s'appelle Romain Royer. Oui, qu'est-ce qu'on fait ? Justement, un dernier mot, Mathieu, rapidement. Je suis moyennement d'accord avec ce que vous venez de dire, parce qu'effectivement, vous parlez de la répression, le préventif. Exactement, et que le curatif n'a pas fonctionné. Mais avons-nous réellement essayé une politique de répression ? Il y a aujourd'hui dans notre pays près de 100 000 peines de prison qui sont inexécutées, faute effectivement de places de prison. Ne parlez pas trop vite des places de prison, parce qu'on y arrive après. Ne dites pas tout maintenant. En tout cas, ça me paraît être un vrai sujet. Aujourd'hui, par rapport à ce qu'ont fait les pays anglo-saxons, on avait travaillé sur la réponse régalienne qu'avaient apporté Ronald Reagan, Margaret Thatcher dans les années 80 dans leur pays, et par rapport à celle que nous avons fait, on peut, en termes de construction de places de prison, de vitesse dans les tribunaux, de moyens alloués sur l'aspect régalien, donc c'est-à-dire intérieur et justice, on est en retard. On n'a jamais réellement essayé une véritable politique dite répressive, alors même que dans le débat public, on a l'impression qu'on fait du répressif, alors que ce n'est pas tout à fait vrai. Et on va parler dans un instant justement de le véritable sujet sur la décision du Conseil constitutionnel, c'est qu'aujourd'hui, le Conseil constitutionnel, les juges ont dépossédé les politiques des pouvoirs qui leur sont attribués par le vote des citoyens et par les Français. Et c'est un véritable même scandale, il faut oser le terme, parce qu'aujourd'hui, on savait déjà que le Conseil constitutionnel pouvait censurer a priori des lois et des projets. Ça a été le cas pour la loi immigration de Bruno Retailleau lorsqu'il était président du groupe LR au Sénat, avant qu'il soit ministre de l'Intérieur, censuré exactement sur le même modèle, c'est-à-dire un cavalier législatif. C'était le cas pour Gabriel Attal, il y avait une censure de fond et aussi un peu de forme sur certains articles. Ça a été le cas pour des articles de la loi narcotrafic. Donc on savait que dès qu'on voulait faire une loi un peu plus répressive, le Conseil constitutionnel censurait. Mais là, ce qui est dramatique sur cette décision du Conseil constitutionnel, c'est que non seulement on ne peut plus faire la loi, mais on ne peut même plus les défaire, puisque les ZFE, on parle là d'une suppression d'une loi déjà existante, et le Conseil constitutionnel a utilisé le principe effectivement du cavalier législatif pour annuler une décision qui visait à supprimer une loi que vous avez très bien rappelé, qui est injuste pour beaucoup de Français. C'est aujourd'hui, on ne peut plus faire la loi et on ne peut plus la défaire non plus. C'est un vrai problème. Et effectivement, on reviendra aussi dans les prochaines épiques. Donc moins de mineurs, mais qui sont impliqués dans des affaires beaucoup plus violentes. En fait, ce que l'on voit sur la question des violences commises par des mineurs, c'est qu'on a une accentuation des dynamiques nationales dans toute la population en général. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous regardez les chiffres du ministère de l'Intérieur sur les questions de sécurité depuis 2017, on constate qu'il y a en règle générale plutôt une baisse sur les atteintes aux biens et une explosion sur les atteintes aux personnes. Et cette explosion sur les atteintes aux personnes, on a une explosion encore plus importante des mineurs, de la même façon que les mineurs sont beaucoup moins représentés dans les atteintes aux biens. Et en fait, ce que l'on voit, c'est que sur tout ce qui est ce qui marque les sociétés occidentales, c'est l'ultraviolence et la barbarisation. L'ultraviolence, c'est des actes de plus en plus importants en termes d'intensité. Oui, il y a une gradation, on le voit bien. Et barbarisation, c'est des actes qui échappent complètement au sens commun. Et on voit que les mineurs sont dans ces deux catégories-là, et ensuite après qu'ils sont déclinés à travers le narcotrafic, à travers les tentatives d'homicide, etc., sont surreprésentés, ce qui pose
un enjeu pour l'élection présidentielle de 2027, c'est l'avenir de la justice des mineurs. Et quand une société évolue, c'est-à-dire ce que disent beaucoup les progressistes, la société évolue, elle devient de plus en plus progressiste, il faut faire évoluer le droit sur les questions LGBT, etc. Mais pourquoi, lorsque la société devient de plus en plus marquée par une violence importante, eh bien, il ne faudrait pas faire évoluer le droit, c'est incohérent. Donc il faudra faire évoluer le droit et évoluer la réponse judiciaire sur la question de la justice des mineurs. Vous avez justement parlé de la justice des mineurs, Myriam. Là aussi, on se rappelle que le Conseil constitutionnel avait censuré la loi. Aujourd'hui, on ne peut plus mettre en prison puisqu'on n'a pas de place. Oui, en effet. D'ailleurs, le terme de... Nous, on va proposer un rapport la semaine prochaine sur ce sujet-là. On parle pas de nous, on ne parle pas de surpopulation carcérale, on parle de sous-dotation carcérale, en fait. Parce que quand il y a un chiffre, il y a une évolution qu'il faut prendre sur le temps long, c'est que les agressions à l'égard des personnes, donc c'est les agressions les plus hautes dans notre échelle des valeurs, il y en avait à peu près 55 000 par an au début des années 90, en 1990, 55 000. À l'époque, il y avait à peu près autant de places de prison, 55 000. Le problème étant qu'aujourd'hui, nous avons 400 000 agressions contre les personnes, donc c'est-à-dire 8 fois plus, et pour autant les places de prison sont passées de 55 000 à 66 000, et 63 000 même, 63 000, exactement. Et donc vous avez un problème, c'est qu'on n'a pas fait évoluer notre arsenal carcéral par manque de moyens budgétaires, mais aussi parce qu'on a des délais de procédure qui sont très importants, et aussi parce que des élus ne veulent pas en construire chez eux, en tout cas permettre effectivement d'avoir des prisons dans leur ville. Et donc il faut agir sur l'ensemble de ces leviers-là, et l'enjeu qui me marque beaucoup, c'est qu'il faut augmenter le nombre de places de prison. Ça coûte très cher. Nous, quand on calcule un doublement de l'offre carcérale, ce qui serait le minimum pour pouvoir répondre au niveau de violence dans notre société, on est sur au moins 4 milliards d'euros par an. Un des principes qu'il faudrait mettre en place, me semble-t-il, c'est qu'aujourd'hui, vous avez beaucoup d'étrangers qui sont dans nos prisons. Eh bien, si les pays... participent à cette surpopulation. Exactement, qui participent, 19 000. Si les pays ne veulent pas reprendre leurs criminels étrangers, ce qu'on peut comprendre, eh bien, ils devraient payer les frais d'incarcération à la France, parce que ce ne sont pas aux Français de payer le prix de l'insécurité et le prix des places de prison. Et évidemment, toutes ces thématiques, on y reviendra dans les prochaines éditions. Parce que les choses se savaient. Et c'est ça qui est terrible, et c'est ce qui est le plus scandaleux dans la question du scandale du périscolaire, en fait, c'est que vous avez aujourd'hui, on a demandé à l'Église catholique, par exemple, de faire un énorme travail d'introspection, et ça a donné lieu d'ailleurs au rapport Sauvé de 2021. On n'a jamais, et les responsables politiques qui sont, comme vous l'avez rappelé, donc les municipaux, les maires, etc., n'ont jamais osé rompre l'omerta, et en règle générale, ils sont plutôt responsables de l'omerta. Et je vais vous donner un exemple, et pour ce qui est de Paris, le cas que je connais le mieux, c'est qu'on a aujourd'hui Emmanuel Grégoire qui se dit ni responsable ni compétent. Ni responsable parce que ce n'est pas lui qui recrute les agents du périscolaire à Paris, et ni compétent parce que c'est une compétence qui est partagée avec les maires d'arrondissement. Mais dans ces conditions-là, on se dit, mais si vous êtes ni responsable ni compétent, à quoi servez-vous? Qu'est-ce qui fait qu'on devrait voter pour vous? C'est ça aujourd'hui qui est insupportable. Et quand vous prenez, il y avait cette semaine le Conseil de Paris, j'ai regardé sur le débat du périscolaire. Vous avez d'un côté la droite avec Inès de Ragnel qui pose une question très précise sur le cas de l'école de Belzins, qui dit, mais il y a un agent qui a été du coup incriminé, qui était fonctionnaire. Or, vous aviez dit, monsieur Emmanuel Grégoire, qu'il était vacataire. Est-ce que vous pouvez préciser ce point ou pas? Avez-vous menti? Avez-vous dissimulé? En fait, c'est l'inverse. Il avait dit qu'il était fonctionnaire. Oui, voilà, du coup, ça l'obligeait à le reprendre dans une autre école. Voilà. Et il disait qu'elle a vérifié qu'il était vacataire. Donc, il n'y avait pas d'obligation. Et donc, voilà. Et donc, elle pose la question, il ne répond pas sur le fond. Ensuite, après, pour ne pas faire de pub qu'à la droite, Sophia Chikirou, LFI, du coup, au Conseil de Paris, dit à monsieur Grégoire, mais la ville de Paris ne respecte pas les taux d'encadrement, c'est-à-dire le nombre d'agents par rapport au nombre d'élèves, enfin le nombre d'enfants. Est-ce que vous pouvez juste préciser ce point? C'est quoi le taux d'encadrement du périscolaire à Paris? Il ne répond pas non plus sur cette question. C'est ça qui est insupportable. C'est qu'on a demandé un travail de fourmi à l'Église catholique, parce que c'est l'Église catholique, parce qu'elle est présumée coupable par essence, en tout cas l'institution est présumée coupable. En revanche, silence et omerta totale sur le périscolaire dans le public à Paris, c'est insupportable. On va changer de sujet. Les chiffres parlent d'eux-mêmes d'ailleurs. Ouais. Mathieu. En effet, l'un des problèmes que vous avez souligné et qui est important sur la question de la justice des mineurs et sur, on va dire, la réponse pénale adossée aux mineurs, et nous on avait travaillé sur cette question-là, c'est qu'en fait, vous avez une justice qui, effectivement, par le biais des comparutions immédiates, est rendue plus rapidement, et on l'a vu notamment dans le cas des émeutes de 2023. On avait fait un comparatif entre les émeutes de 2023 et les émeutes de 2005. Savez-vous que sur les émeutes de 2005, il n'y a que 20% de émeutiers qui sont mineurs? En 2023,
on est passé à plus de 55%. Donc c'est-à-dire qu'en fait, on a cette fameuse juvénilisation de l'ultraviolence, puisque les émeutes, c'est quasiment ce qu'il y a de plus violent à faire possible en termes de rupture du sens commun. Et sur la question de la réponse aux émeutes de l'été 2023, on avait eu 60% de comparution immédiate, donc ce qui veut dire que plus d'un jeune sur deux a été jugé en moins de 48 heures, ce qui est bien. Le problème, c'est les peines qui ont été prononcées par les juges, parce qu'aujourd'hui, quand vous caillassez des policiers, quand vous vous en prenez donc aux forces de l'ordre, c'est entre 5 ans et 10 ans de peine encourue. Quand vous saccagez une école, c'est 5 ans de peine encourue. Le problème, c'est que les peines prononcées sur lesquelles nous on avait travaillé en 2023, c'était moins de 1 an en moyenne, c'était 9 mois en moyenne de peine prononcée par le juge. En France, quand la peine prononcée par un juge est inférieure à 1 an, vous avez systématiquement une alternative à la prison et vous ne passez pas par la case prison. Et donc vous vous retrouvez dans une situation qui est complètement incohérente, c'est que vous avez des jeunes qui ont attaqué les forces de l'ordre à l'été, qui sont jugés rapidement, c'est vrai, mais qui en fait ne vont même pas en prison. Et donc en fait, ça invite à recommencer. Et puis de toute façon, s'ils sont mineurs, la plupart du temps, c'est des mesures éducatives, c'est des stages de séduction. D'accord. C'est quand même assez rare pour le souligner. En effet, parce qu'il y a une opposition des deux, donc de la France Insoumise et du Rassemblement National, au dispositif en lui-même des ZFE pour les arguments qu'a développé Marine Le Pen et également Manon Aubry, et qui sont des arguments de bon sens. C'est-à-dire qu'on ne va pas aujourd'hui interdire à des gens de pouvoir se rendre dans certains centres-villes de la métropole à côté de laquelle ils habitent, alors même qu'ils n'ont pas les moyens de pouvoir de substituer la voiture thermique à la voiture électrique, parce que le prix de la voiture électrique est trop cher, 30 000 € en moyenne, et que de toute façon, ils n'ont pas assez de moyens puisque le pouvoir d'achat, c'est contraint. Ensuite, le vrai sujet qu'il faut poser sur cette question-là, moi, me semble-t-il, c'est le rôle du Conseil constitutionnel, qui a considérablement évolué depuis 1958 et qui a évolué par l'intermédiaire de jurisprudence, donc de décisions qu'il rend lui-même a priori ou a posteriori des lois, décisions sur lesquelles il faut rappeler que les Français ne votent pas. C'est-à-dire que quand le Conseil constitutionnel fait le bloc de constitutionnalité en 1971, les Français n'ont pas voté pour ça, parce qu'ensuite après ils vont utiliser cette notion de bloc de constitutionnalité, donc c'est-à-dire le fait de mettre au même niveau que la Constitution de la Ve République le préambule de 46, la charte de l'environnement, etc. Pour en tirer des principes généraux, pour ensuite après bloquer des décisions politiques. Ensuite après le deuxième point, c'est que dans de nombreux cas, notamment dans des lois qui ont été votées par exemple, ou des projets de loi qui sont déposés, comme la loi immigration de 2023 portée par Bruno Retailleau au Sénat, comme la loi sur la justice des mineurs de Gabriel Attal également, ou même la loi narcotrafic, des articles de loi sont censurés par le Conseil constitutionnel a posteriori. Et l'enjeu, et là ce qu'on voit sur la ZFE, c'est quelque chose d'un peu nouveau, c'est qu'en fait non seulement les politiques ne peuvent plus faire la loi, mais désormais ils ne peuvent plus la défaire, puisque par cet argument du cavalier législatif, il justifie finalement une censure de cette suppression. Donc le fait qu'aujourd'hui, vous avez la France Insoumise ou le Rassemblement National, peut-être qu'ils vont arriver au pouvoir plus tard, ils ne pourront même pas défaire des lois qui ont été faites auparavant, alors qu'ils ont été votés, ils auront été élus par la majorité des Français. Et alors, intéressante. Mathieu. Moi, je trouve que justement, il y a un problème déjà sur la dénomination de la problématique. Nous, on va publier un rapport sur le sujet, mais la semaine prochaine, il n'y a pas de problème de surpopulation carcérale, il y a un problème de sous-dotation carcérale. C'est-à-dire qu'on n'a pas assez de places de prison par rapport à l'évolution de la violence. Et je prends 2 statistiques pour l'illustrer. En 1990, il y a 50 000 agressions physiques par an en France. En 2025 du coup, on est à près de 400 000. Donc on a eu une multiplication par 8 du nombre d'agressions sur les personnes, donc ce qui est dans notre, on va dire, échelle de valeur, le truc le plus haut. Or, que s'est-il passé en termes d'évolution de places de prison ? En 1990, donc je rappelle, 55 000 agressions, 50 000 places de prison. Aujourd'hui, on en a 63 000. Donc on a à peine augmenté un tout petit peu le nombre de places de prison, alors que le nombre de personnes violentes a été multiplié par 8. Le nombre d'agressions, en tout cas, a été multiplié par 8. Vous voyez bien qu'il y a un problème aujourd'hui. Et on arrive du coup à une situation qui est absurde, c'est qu'on a plus de 100 000
peines de prison qui ne sont pas exécutées, et on se pose la question de la surpopulation carcérale. Non, on n'a pas trop de gens en prison, on a juste trop de gens qui sont violents et qui sont à l'extérieur de la prison. C'est ça aujourd'hui le véritable sujet. Donc il faut effectivement un grand plan pour construire de nouvelles places de prison. Ça implique des lignes budgétaires supplémentaires, ça implique peut-être des moyens budgétaires, des techniques de financement différentes, on va apporter des réponses dessus. Et puis également, ça nécessite aussi de revenir sur un certain nombre de normes et mettre en face de leurs responsabilités certains élus locaux qui refusent évidemment l'emplacement de places de prison sur leur commune. Merci beaucoup, Dora Abdelrazik.